You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par Allison Burns, JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 69e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit deux chorégraphes qui vont présenter à Tangente dans la ville de Montréal les 20, 21, 22 et 23 mars. Donc en studio, on a Jade Marquis et Andréane Leclerc, deux chorégraphes qui ont suivi des parcours un petit peu différents de ce à quoi on s'attend dans danse contemporaine, mais qui ont tout de même un questionnement sur le corps qui se rejoint énormément. Donc, tout d'abord, bonjour Jade, bonjour Andréane. Salut. Bonjour. Andréane, on t'a déjà eu à l'émission pour le 32e épisode de Dirty Feet pour nous parler de ton projet à Piss in the Pool. Mais on va tout de même te demander de te présenter un petit peu et de nous parler un peu de ton parcours. Tu viens du cirque avant tout. Et qu'est-ce qui t'a... en fait, ton parcours en cirque, parle-nous un peu de ce qui t'avait amené en cirque. Ça a commencé très jeune, hein? Oui. Avant tout, je pense que c'est juste avant de rentrer dans la prochaine phase de ma vie, là. Parce que je pense que là, je commence à dire mon travail beaucoup plus d'art vivant que circassien. Mais bon, oui, j'ai commencé à l'École nationale de cirque quand j'avais 12 ans. J'ai fait tout mon secondaire là-bas, 5 ans. Ensuite, j'ai tourné avec Éloise, entre autres. J'ai tourné en Suisse, Allemagne et tout ça, avec un numéro très traditionnel, dans le genre du 5 minutes début-fin, mais d'un processus nouveau cirque. Mais jamais été trop satisfaite et emplie, puis questionnement et tout ça. Puis bon, j'avais besoin de processus et j'avais besoin de rencontres avec des gens et de partager, de création surtout, là. Je suis revenue à Montréal, j'ai commencé mes études en théâtre à l'UQAM, en études théâtrales, pour ensuite faire une maîtrise toujours en théâtre qui questionnait la prouesse circassienne pour développer une dramaturgie du corps circassien. Bon, voilà. Donc en parallèle, j'ai comme fait beaucoup de projets on the side, dont beaucoup à Edgy Woman, Studio 303. J'ai déjà présenté une pièce à Tangente qui s'appelait Disparu. J'ai fait Insuccube. J'ai fait un short and sweet, Piss in the Pool en juin dernier. Donc j'ai commencé à monter mes propres pièces expérimentales. Puis là, j'arrive avec Mange-moi, qui va être encore présenté à Tangente. Voilà. Et Jade, pourrais-tu nous parler de ton parcours? C'est un parcours un peu plus conventionnel d'une certaine façon en danse, mais qui a pris un détour moins conventionnel au niveau de la scène contemporaine. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça, s'il te plaît? Oui. Moi, j'ai commencé la danse au cégep. Donc, je suis allée au cégep de Saint-Laurent. Ça peut être un peu tard, là, au niveau du corps. Donc, à 17 ans... Voilà, je suis partie de là. Ensuite, j'ai continué directement au bac en danse à l'UQAM. J'ai fini en 2008. Il y a eu 2 ans où j'ai travaillé un peu pour des chorégraphes émergents. Je suis allée m'entraîner à New York, prendre de l'air, voir autre chose. Puis en revenant, je suis revenue avec un intérêt marqué pour le rapport entre la présentation de la danse dans la culture populaire et la sexualisation du corps en général féminin, parce que c'est ce que j'observais le plus. Je me suis vraiment attachée à la forme vidéoclip pour aller investiguer ces questionnements-là. Puis donc, je me suis inscrite à la maîtrise en danse pour réaliser un mémoire théorique sur ce sujet-là. Donc ça, c'était en 2010, à l'automne 2010. Et puis donc, au fil de ce processus-là qui était vraiment beaucoup plus intellectuel, j'ai eu envie et même besoin au début de faire des essais au niveau pratique, savoir comment est-ce que ce questionnement-là, le rapport entre la danse et la sexualisation pouvait se retrouver dans le corps. Et donc, j'ai fait un essai que j'ai présenté pour Danse buissonnière, qui était un solo que je dansais, qui était assez simple, qui était justement comment est-ce que je peux, à partir d'une même phrase, sexualiser ou désexualiser, selon mes choix d'interprète, la même proposition. Puis, donc, à partir de là, c'est là que Dina m'a proposé de conceptualiser, en fait, la soirée qui s'en vient, le dialogue incarné, la raison pour laquelle on est ici avec Andréane, qui s'en vient donc là en 2014. Par contre, je dirais qu'au fil de mes études, au fil de ma maîtrise, ça s'est vraiment précisé que pour moi, le côté
physique, là, chorégraphique et interprétation pas se mettait de côté, mais je dirais que ce qui m'a le plus rejoint, ça a été vraiment plus le questionnement puis le résultat que j'ai pu amener au niveau de mon mémoire théorique sur ce sujet-là. Donc, à la limite, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la discussion qu'il y aura à la fin de nos soirées. Cela dit, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'Andréane a fait. Je suis très contente de présenter Miss aussi, mais c'est sûr que je me sens plus une affinité avec le côté réflexion, discussion aussi, en fait, sur la thématique. Je pense que ça me donnerait du contexte si je peux savoir les personnes qui t'inspirent, soit des autres artistes ou des personnages historiques ou des politiciennes pour vous deux. Est-ce que vous pouvez me donner des noms des personnes qui vous inspirent? À ce sujet-là ou oui. At large? Peut-être pour cette pièce-là que vous créez. C'est drôle parce que moi, je me suis inspirée beaucoup des vedettes pop, mais pas pour aller dans le même sens qu'elles, mais bien pour questionner qu'est-ce que lorsqu'une fille qui n'est pas une vedette pop va utiliser, disons, la choré d'ouverture de Beyoncé au Super Bowl 2013. Qu'est-ce que ça donne si on part de là pour avoir une proposition en danse contemporaine dans le cadre du questionnement à quoi se tiendrait cet empowerment-là si ma stratégie, c'est d'utiliser la sexualisation de mon corps. Donc, moi, ce serait plutôt pas des anti-inspirations parce que pas du tout, là, je ne condamne pas du tout la démarche de Beyoncé ou que ce soit quelqu'un d'autre, là, sauf que je trouve que c'est riche de réflexion, puis c'est par rapport à cette pop culture-là que j'ai élaboré ce qui se représentait, en fait. Pour moi, c'est pour Mange-moi, en fait. Les gens qui m'ont beaucoup inspirée, ça part beaucoup. Ben, c'est assez large, puis bon, j'ai l'impression que j'en oublierais beaucoup parce que Mange-moi est une pièce de réflexion sur un parcours que j'ai moi-même fait sur la scène burlesque, entre autres, beaucoup, qui a été un parcours de réappropriation du corps suite aux images et à la proposition du corps traditionnel de contorsion qu'il peut offrir au public. Donc, j'ai toujours trouvé, j'ai pas toujours trouvé, j'ai réalisé un jour que entre qu'est-ce que moi j'essayais de dire au public et ce que le public recevait, quand tu t'assis sur ta tête et t'ouvres tes jambes, je veux dire, moi je peux bien être en état d'ouverture totale avec la vie. Le public, lui, il voit complètement autre chose, hein. Puis après ça, donc ça a commencé un processus de réflexion par rapport à ça. Et ensuite, donc pour les gens qui sont venus m'inspirer au travers de tout ça, il y a eu donc des grandes danseuses burlesques, dont Michel Lamour, beaucoup, qui a fait beaucoup le festival burlesque, qui est venu souvent aussi au Grand Burlesque Show de Scarlett James. Il y a eu Annie Sprinkle, pour qui j'ai ouvert à Edgy Woman v'là 3 ans, qui a été une rencontre assez phénoménale et marquante aussi. Il y a eu Martin Jacques, le chanteur des Tiger Lilies aussi, avec qui j'ai joué, qui m'a vraiment ouvert à une autre conception de rapport à la scène et aux spectateurs. Voilà, eux autres, je pense, c'est un peu les majeures personnes. Andréane, la dernière fois que tu étais venue à l'émission, tu nous avais parlé beaucoup de tes questionnements, en fait, quelque chose qui est encore très présent dans le travail que tu fais, qui a émergé de la jeunesse que tu avais quand tu as commencé la contorsion et le type de regard qui était imposé sur toi. Est-ce que c'est quelque chose dont tu pourrais sur lequel tu pourrais élaborer un petit peu, et est-ce que c'est encore présent en fait dans Mange-moi? Comme je viens de dire par rapport à comment est-ce que les gens pouvaient voir le corps contorsionné, c'est encore une fois, je veux dire, des fois ça m'arrive de regarder des photos, l'ego qu'on a au cirque de montrer ce qu'on est capable de faire, même si on dit que c'est pas ça qu'on fait, propose quand même quelque chose, je veux dire, dans les positions traditionnelles, propose une image assez claire d'un corps. Je veux dire, ça reste vide quand même un peu. Je veux dire, ça reste quand même les trucs qu'il faut mettre, la technique qu'on doit rentrer, peu importe le processus que tu fais derrière ou peu importe ce que tu as envie de dire avec ça. La prouesse reste la même.
la forme de la prouesse reste la même. Donc, ça appelle le public, je veux dire, lui, il va décoder, il va voir pratiquement que les prouesses parce que c'est quelque chose, c'est ça qui fait wow, puis c'est ça qui arrive pas à comprendre nécessairement. Bon, il y a toute une théorie de la prouesse aussi, là, dans laquelle je rentrerai pas maintenant. Donc, je me suis beaucoup attardée à ce décalage-là entre qu'est-ce qui est vécu par l'acrobate et par ce qui est perçu par le spectateur. Dans le mémoire, entre autres, que j'ai fait en théâtre. Pour l'instant, dans Mange-moi, non. J'ai plus ce même regard-là par rapport, j'ai plus cette même impression-là par rapport au spectateur parce que, bon, premièrement, c'est un solo où est-ce qu'on est 3 sur scène. Déjà. Et vu que je m'intéresse à l'œil du spectateur, ben j'ai demandé à une interprète, Marie-Ève Bélanger, de venir et de représenter cet œil du spectateur-là sur scène. Donc, on travaille assez bien dans un 4e mur pour la majorité de la pièce. Parce que je voulais avoir une pièce bilan ou de réflexion sur ce parcours-là. Et puis, j'essaye de mettre vraiment le corps, même si je dénude le corps de contorsion, même si je travaille l'objectivisation du corps aussi, mais tout ça dans une recherche de soutien d'une pièce. Donc, c'est pas moi, et c'est ça, je trouve, la grosse différence, c'est pas moi qui monte sur scène. Je suis là au soutien d'une composition scénique qui est dans un continuel devenir en relation avec les autres éléments de la représentation. Donc, après ça, l'œil du spectateur sur moi ou sur le corps fait partie d'un tout. Donc, je trouve que c'est là-dedans que j'ai réussi à trouver une distanciation, en fait, avec mon corps, mais aussi avec le spectateur. Donc, après ça, le spectateur peut bien penser ce qu'il veut ou voir ce qu'il veut. Puis, je sais en ce moment où j'ai un choix précis des codes avec lesquels je joue pour lui offrir certains éléments desquels il peut recueillir et se reconstruire sa propre image. Puis bon, ça reste le sujet qu'on utilise puis qu'on parle. Donc, il va bien comprendre. Je veux dire, je lui offre ça. On parle de ça aussi. Donc, je suis consciente complètement de ce que je suis en train de faire. Et aussi, il y a tout ce détachement-là. Donc, la fétichisation du corps de la danseuse, de la contorsionniste, c'est quelque chose que tu as réussi à laisser un peu de côté maintenant, parce que l'été dernier, c'était encore un des gros sujets qui t'animait. Maintenant, tu as réussi à passer au-delà de ça et de vraiment prendre le corps en tant que matière plutôt que tout ce qui vient avec, tout le bagage historique, émotionnel, peu importe qui venait avec? Ben oui, j'ai l'impression que la pièce Mange-moi et le processus et le questionnement que j'ai dû faire pour créer cette pièce-là m'a permis, ou j'ai dû à un certain moment donné mettre ça à l'extérieur puis faire bon. Pour ça se tienne, qu'est-ce que j'ai envie de dire vraiment? Où est-ce que j'en suis rendue par rapport à cette question-là et de mettre tout ça ensemble. Et j'avais surtout pas envie d'arriver et de faire une pièce face au public. Genre, vas-y, mange-moi, puis d'être dans une confrontation, puis tout ça. Je ferais ça un peu... Non, c'était pas ça. Je l'ai fait beaucoup dans les dernières années, puis là, je trouvais que pour monter une pièce de 20 minutes, qui est maintenant 25... proche de 30, enfin, qui varie, beaucoup encore. Donc, j'avais pas envie de rentrer dans cette énergie-là. J'avais envie de justement poser une réflexion. Donc, ça m'a demandé un détachement. Donc, ça m'a demandé d'aller chercher d'autres appuis, d'autres gens, d'autres regards, qui a rendu la chose beaucoup plus subtile. On travaille aussi dans un bon, ça, je pense un peu moins aussi, là, mais dans un certain minimalisme aussi, même du mouvement et tout ça, pour rentrer plus dans des états. Donc, est-ce que tu trouves que cette expérience-là dans le milieu du burlesque, de faire le choix justement de mettre le corps en objectification, est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis justement à arriver à ce nouveau point-là dans ta recherche? Personnellement, oui. Après ça, je peux pas parler pour toutes les autres danseurs et danseuses burlesques. Là, je pense que tout le monde a un peu son processus personnel, il le fait pour différentes raisons et tout ça. Puis bon, l'objectification du corps. Ouais, je pense que tout le monde aussi aborde cette question-là différemment. Fait que c'est ça. Fait que je laisse ça un peu au processus de chacun, là.
Mais personnellement, ça a été ça le pourquoi est-ce que je suis allée sur cette scène-là faire des tests d'enlever les vêtements, de retrouver une féminité, de retrouver une femme derrière, de mettre la contorsion au soutien, mais de trouver une façon que la contorsion déshabillait ou de déshabiller la contorsion. J'ai cherché à tuer la contorsion. J'ai cherché à sortir la contorsion de moi. J'ai cherché à dialoguer avec la contorsion. Ça, je l'ai vraiment fait là. J'ai oublié de nommer quelqu'un tantôt. En fait, c'est Oli Gauthier-Frankel aussi à Montréal, vraiment. Mais Oli, quand je l'ai pas mis comme... Elle a été là trop longtemps dans mon processus pour... j'ai beaucoup parlé avec Oli. On a fait une succube ensemble. On a créé une succube ensemble. Donc, on a parlé beaucoup de ça, du fantasme aussi que le spectateur a sur les corps. Incube parlait beaucoup de l'horizon d'attente aussi entre le spectateur qui vient voir quelque chose qu'ils peuvent s'imaginer d'assez extraordinaire, là, de voir contorsion fantasmagorique, là. Et donc de tout renverser ce rapport de pouvoir-là avec le spectateur. Il y a beaucoup cette notion-là de pouvoir, là, et de reprise de pouvoir. Donc voilà, mais après ça, je peux pas vraiment parler pour Oli aussi, elle a été vraiment dans un processus d'objectification du corps. C'est un gros mot quand même, je veux dire, puis c'est pas tout le monde qui le voit comme source d'empowerment. Il y a des gens qui trouvent ça très rabaissant. Je pense que tout le monde arrive aussi, puis j'ai hâte de savoir, puis dans la soirée, les discussions qu'on va avoir, moi et Jade, on n'a pas envie trop de parler de notre processus. Je pense que les deux, on a très hâte d'entendre ce que les gens vont dire aussi sur la question, et de travailler autour de cette question-là amène à entendre aussi vraiment beaucoup d'histoires et de points de vue sur cette question-là, même de la femme. C'est quoi vraiment l'empowerment des hommes sur cette question-là aussi, c'est super intéressant. Surtout en ce moment avec toutes les questions de prostitution, tout ça, il y a comme des débats assez opposés qui se passent sur la question, le choix du pourquoi, du comment. Je pense tout le monde a un rapport à son corps assez différent, tout le monde a une histoire différente face à son corps. Donc il y a une façon très subjective d'aborder une question. D'où la raison pourquoi j'ai trouvé extrêmement important d'en faire un objet pour avoir un regard beaucoup plus objectif sur la question-là, puis essayer de me poser des questions qui révèlent pas juste du moi. Jade, justement, c'est cette hypersexualisation-là, tu l'abordes d'une façon dans la culture populaire, donc qui touche énormément les jeunes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, justement, au niveau de tes recherches, au niveau de ton expérience à Los Angeles, comment est-ce que tu as abordé ça? Parce que tu venais d'un milieu particulier, un milieu de danse contemporaine, qui a une approche au corps tout de même assez différente. Donc, comment est-ce que tu es allé chercher à l'épuiser là-dedans avec un œil, justement, objectif? On dirait que j'arrive pas à discriminer qu'est-ce qui est resté de ça dans Miss, mais globalement, moi, en tant que personne, je peux très bien répondre à ta question, là. Ben, d'abord, l'hypersexualisation, ça a été au cœur de ma problématique de mémoire. Après ça, rapidement, pour opérationnaliser ma recherche, il a fallu que je passe à la sexualisation, parce que on sent que tant que dans hypersexualisation, il y a déjà un certain jugement de valeur. Hyper, c'est plus que, même peut-être trop, donc il y a quand même une position. Et donc, je me suis vraiment, après ça, beaucoup plus attachée à ce terme-là qui est la sexualisation du corps dans toute la recherche physique ou intellectuelle que j'ai pu faire par rapport à ça. Par contre, ce qui reste, c'est sûr que pour moi, quand on parle d'hypersexualisation, on devrait... en tout cas, pour moi, quand je parle d'hypersexualisation, je parle d'hypersexualisation sociale. Ça a été un concept fourre-tout. C'est un nouveau concept, l'hypersexualisation. On peut facilement rentrer là-dedans, l'idée d'avoir des comportements sexuels précoces. On peut avoir un discours par rapport à la pornographisation de la culture. On peut avoir... ça inclut le sexisme. Ça inclut beaucoup de choses, juste le terme hypersexualisation. Alors, pour moi, quand je parle de ça, c'est vraiment tout ce qui est lié à la représentation de la sexualité de façon explicite dans l'industrie de l'image, en fait. Donc, pour moi, il y a une question d'hypersexualisation sociale. Après ça, c'est sûr que quand je suis allée passer 2 mois et demi, c'est ça, à Los Angeles, c'était pour aller faire de la danse de vidéoclip sur les lieux même, parce que, bon, mon mémoire m'entraînait vers, c'est ça, l'analyse de danse de vidéoclip.
actuelle, paru en 2009-2012. Puis ça a été franchement un revirement important par rapport à comment j'ai perçu même mon sujet de recherche. Ça m'a donné une bonne... c'est même pas distance, c'est ça qui est drôle, c'est que ça m'a plongé dans peut-être l'envers de la médaille que je percevais en étant ici québécoise, entraînée en danse contemporaine, puis probablement plein d'autres facteurs que j'arriverais pas à nommer de ma propre construction identitaire, là, mais le clash était complètement différent parce que dans le contexte où j'étais, donc au sein d'une industrie de danse commerciale, puis là j'étais vraiment comme simple étudiante, là, j'ai pas eu de contrat comme professionnel du tout, c'est pas mon milieu d'entraînement, puis j'étais là plus comme pas undercover, mais insider, là, tu sais, je suis allée prendre les classes avec toute honnêteté et envie de me lancer dans ce qui était proposé, mais c'est sûr que j'avais mon intérêt de recherche en tête. Puis donc, ce qui est ressorti le plus de façon flagrante pour moi, c'était la valorisation du stéréotype sexuel, des stéréotypes sexuels. Puis, à mon avis, ça dépassait la classe de danse. Donc, dans la classe de danse, au niveau de la féminité, c'était vraiment le sex appeal de la femme, sex appeal explicite au niveau de la sexualité, le rapport à au vocabulaire de la stripper était vraiment glorifié. Puis tout ça se faisait vraiment dans un esprit de camaraderie, je viens d'utiliser le mot camaraderie, hein, je me fais rire, d'encouragement, là, on dirait que j'ai senti l'esprit d'équipe, en fait. Pour un vrai esprit d'équipe, il n'y avait pas de malhonnêteté ou de compétition à travers ça. Ça, c'est dans le cadre des classes, donc entre les filles, disons dans un cours de hip-hop heels qu'ils appelaient, donc tout le monde est en talons. Qu'est-ce qui reste de hip-hop là-dedans? Ce serait toute une autre discussion. Mais c'est sûr que le vocabulaire lié à la stripper, ça s'est mis de l'avant. Puis franchement, le party punk, puis tu sens que c'est pas une question de compétition entre les filles, c'est vraiment une mise de l'avant d'un quelque chose qui est appelé un pouvoir féminin, qui est ta capacité de séduction, à mon avis, très sexualisée. Fait que de l'avoir vécu de l'intérieur, d'y avoir participé all the way moi-même, d'avoir été comme convaincue que dans ce lieu-là, dans ces rapports sociaux-là aussi, parce que je trouvais que ça avait une résonance aussi avec ce que je vivais à l'extérieur des cours de danse, les gens que j'ai rencontrés, les interactions que j'ai eues, que ce soit dans des clubs, que ce soit dans la rue, que ce soit les rencontres que j'ai faites. Je trouvais que la logique supportait le fait que le stéréotype sexuel puisse faire du sens là, puis soit, ouais, peut-être, pour certains, une source de pouvoir, d'empowerment, de valorisation, de confiance en soi, de tout ça. Par contre, en revenant dans mon milieu, ici, pour moi, ça fait plus le même sens. Parce que le stéréotype sexuel n'est pas, en fait, est même l'ennemi de valeurs fondamentales québécoises, qui est l'égalité homme-femme, qui est d'essayer d'enrayer le sexisme. Et stéréotype sexuel, ben, ça rime avec sexisme. Ça rime avec sexisme. On s'en sort pas. Donc moi, c'est ce clash-là qui m'est resté de Los Angeles, puis qui a fait qu'après ça, ben, je trouve que tout le reste de mon mémoire peut être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intéressé à la réflexion sur la thématique que teinté de peut-être pourquoi moi, ça m'avait quelque part choqué en 2010 de voir certains vidéoclips puis de me dire aïe, quelle belle occasion de présenter de la danse à un large public. Et finalement, ce qui en ressort, c'est pas tant de la danse. Par contre, c'est perçu comme tel parce qu'on est dans une formation spatiale qui le rappelle, parce qu'on est dans un rapport au spectateur frontal qui le rappelle, parce que finalement, moi, je serais qui pour dire que ce mouvement-là n'est pas dansé. Et donc, tout ça avait mené à comment est-ce que je pourrais essayer de départager danse et sexualisation, puis surtout comment est-ce que je pourrais essayer de déterminer le terrain commun entre les deux. Parce qu'on reste que c'est un corps qui bouge, puis c'est certain qu'il allait avoir des similarités puis des éléments partagés. J'ai l'impression que je m'éloigne un peu de ta question, mais non, j'ai dit beaucoup parfait. de choses. Mais j'imagine quelque chose comme ce qui s'était passé avec Robin Thicke, Miley Cyrus. Je me souviens plus c'était lors de quel événement, mais ça doit être un peu un filon d'or pour toi, pour tout ce qui en émerge, les possibilités de débattre, de questionner ça dans des forums publics comme Facebook, entre autres, où il y avait eu beaucoup d'opinions qui avaient été lancées. Quand des événements comme ça, parce que c'est un peu une pente très crescendo récemment. On regarde, c'était 2006 avec Janet Jackson? 2004. Le sein de Janet Jackson 2004. Et depuis, ça a été non-stop. Une surenchère, en fait, constante, quasiment. Depuis ça, à chaque année, les stars de la pop essaient encore plus de venir choquer. Miley Cyrus,
une des questions qui est vraiment revenue là-dedans, c'est à quel point est-ce que c'est empowering parce que est-ce qu'on sent vraiment elle, est-ce qu'on sent vraiment son choix ou est-ce que c'est vraiment imposé sur elle et le rapport justement de genre était vraiment très surimposé d'une certaine façon dans ce qui s'était passé. Comment tu l'as vécu toi au juste Miley? Ah, j'adore ça, des questions comme ça. Ben ça, c'est super récent, hein? C'est au passé. Fait qu'on est en 2013. Moi, ça m'a surprise à quel point ça a choqué, à quel point ça a été dit scandaleux, parce que c'est les MTV, parce que c'est Miley Cyrus, puis que si tu regardes ses derniers vidéoclips, ben ça fait du sens, ça s'inscrit dans sa démarche, puis parce que c'est Robin Thicke, Blurred Lines, c'est surtout ça, je dirais, qui est intéressant, là, moi, c'est plutôt ça. Au niveau du contenu, je pense que le débat qu'il y avait à avoir, ou en tout cas les éléments à souligner, c'était plutôt le fait qu'il faisait appel à la culture du viol. Qui était très absent tout de même dans le débat. Ben oui, parce que finalement, c'est débat généralisé. Au niveau des gens qui ont plus un débat féministe, c'était vraiment cette question-là qui était mise de l'avant, mais au niveau du débat plus généralisé dans les médias, toute la question de Blurred Lines était vraiment très absente. Ouais, ben à ce niveau-là, moi, je dirais simplement que c'est de Hannah Montana à Miley qui fait du twerk parce qu'elle le décide avec plusieurs éléments. Là, je pense qu'il y avait aussi, si on s'attarde vraiment à l'image, c'est qu'il y avait aussi le fameux doigt en carton. Là, je pense qu'il y avait ça qui était très phallique aussi, puis qu'elle ajoutait à non seulement son geste corporel, son expression faciale, la langue, tout ça. Je pense que il y a plusieurs éléments là, qui s'ajoutaient, mais au final, moi, personnellement, ça m'a vraiment surprise à quel point ça a choqué parce que je trouvais que c'était simplement, ça s'inscrivait dans ce qui faisait du sens par rapport à ce que Miley faisait elle-même, par rapport à ce que l'industrie s'attend. J'ai trouvé que ça a été... à quel point est-ce que ça vous a surpris? C'est ça, ma question qui ressortait de tout ça. Parce que franchement, je pense pas que ça a été la chose la plus choquante qu'on ait vue. Puis comme tu disais, il y a eu une surenchère. Je sais même plus à quel point on peut parler de surenchère ou juste une constante. Parce qu'entre un sein puis une langue, je sais pas, tu sais. Mais au niveau de la thématique, au niveau de l'approche, c'est plus à ce niveau-là, tu sais, au niveau de vraiment le désir de choquer, au niveau de la mise en contexte qui est fait, c'est là vraiment qu'il y a eu la surenchère, je trouve. OK. Ah, mais c'est intéressant. Mais c'est sûr que ça s'est multiplié, peut-être. En même temps, c'est aussi des fois des générations. Tu sais, bon, là, c'est Miley, mais dans le temps, ça a été Christina. Puis dans le temps, tu sais, il y a aussi, moi, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à regarder au niveau du passage de peut-être pas de l'enfance, mais en tout cas de la fin de l'adolescence à l'âge adulte. Je pense que pour une femme dans cette business-là, c'est sûr que ton pouvoir ta possibilité de sexualiser davantage ton corps est peut-être aussi garant de profit, tu sais. Fait qu'il y aurait peut-être ça, mais ce serait une autre discussion à avoir sur le sujet. Et au niveau de ta pièce, tu nous avais parlé un petit peu justement des changements qui avaient été apportés avant le début de l'émission. Tu nous mentionnais que, entre autres, la frontalité qui était très présente dans la séduction. Dans la séduction, oui. Que c'est quelque chose duquel tu s'étais éloigné. Puis la séduction, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tout ce rapport-là au vidéoclip qui est un format frontal à la base, vu que c'est à travers un écran. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'éloigner de ce format-là très frontal alors que t'avais continué ta recherche dans ce type de milieu-là, dans le milieu de la culture populaire, du vidéoclip et tout ça? Parce que le live, c'est pas du média. Ça, c'est vraiment là où pour moi ça a été difficile. Justement, j'étais plongée dans l'analyse d'images virtuelles. Puis un corps, ben c'est pas virtuel. Fait que puis ensuite de ça, j'ai trouvé ça super intéressant d'entendre Andréane tantôt qui parlait par rapport à ton idée là t'as dit de te distancier ou en tout cas d'instaurer un quatrième mur. Puis je pense que moi en sortant du processus en étant extérieur, parce qu'il y avait ça aussi la séduction, en fait je l'ai créée en étant à l'intérieur. Fait que je pense que peut-être que de soi-même aussi ce qui me venait impliquait que c'était mon rapport au public, puis pour le mettre de l'avant, ben ça a été carrément dans le frontal, puis le regard et tout ça. Mais là, en étant extérieur, moi, ce qui m'a intéressé, puis c'est là où je fais lien avec Andréane, c'est que j'ai l'impression qu'il ressortait. Ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était vraiment d'aller vers la réflexion sur le sujet, plutôt que d'avancer une position, par exemple, la position franche de vouloir dénoncer, défier, qui ressortait peut-être quelque part dans la séduction, qui était, peu importe,
Puis là, ben en étant extérieur, en étant beaucoup plus penchée sur la réflexion sur le sujet que d'avancer quoi que ce soit, parce que finalement, j'en avais pas de réponse, là. Moi, c'était mon questionnement. Si j'utilise qu'est-ce qui est proposé par le girl power, disons, des Spice Girls, là, tu sais, à quel point est-ce que je peux me rendre, à quel point est-ce qu'une interprète peut se rendre à une expérience d'empowerment, ben, il y a plusieurs difficultés. D'abord, avoir accès à l'expérience de quelqu'un, c'est impossible. Ensuite de ça, si tu t'intéresses à son vécu, tu t'intéresses pas tant à la mise en scène de son vécu non plus. Fait que je saurais pas te dire la réponse claire pourquoi est-ce que la frontalité est sortie, mais je sais juste qu'elle faisait plus de sens parce que c'était pas comme ça que moi de l'extérieur en tant que chorégraphe dans ce cadre-là, j'y trouvais un intérêt. J'y trouvais un intérêt dans le rapport qu'elle allait avoir au spectateur, plus dans justement la proximité dans l'espace, parce que bon, il faut dire ça sera une formule cabaret, donc il y aura des tables dans l'espace. Il y avait clairement pas d'espace. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûre. Il y avait clairement pas d'espace frontal. Une personne seule sur scène, il n'y avait pas assez de possibilités qu'elle ait, que son parcours évolue, qu'elle ait une interaction qui fasse que ça puisse aller ailleurs. Ça, c'est la partie qui est la moins claire pour moi, je te dirais. Mais c'est sûr que l'espace frontal marchait pas. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un conflit entre votre intention et la nécessité de donner des instructions à vos interprètes? Ben, on a créé avec Joanie. J'ai créé avec Joanie. Puis Joanie Douville a une incroyable capacité d'introspection et d'articulation de sa pensée, ce qui est génial. Puis elle a la générosité aussi de la partager. Donc c'est certain qu'on a eu toujours des retours sur ce qui était surtout au début, disons là en exploration. Là, disons que j'essayais une consigne, essayer de voir comment ça pouvait sortir, tout ça. Là, on a toujours fait des retours. Donc je sentirais pas au final que j'ai jamais même imposé quoi que ce soit parce que ça a été vraiment en collaboration de oui ce que moi j'en lisais, mais elle ce qui se passait à l'intérieur. Puis oui, j'aurais vraiment pas la sensation de me revendiquer de tous les choix de la pièce, là, pas du tout. Puis même la version où Karen Gravel va danser. Même chose aussi, c'est sûr qu'elle a pris le rôle de Joanie Douville, mais en même temps, il faut absolument qu'elle puisse se l'approprier parce qu'effectivement, c'est un solo, c'est elle qui le porte. Puis finalement, ben, on est à la recherche avec elle de son expérience d'empowerment ou de sa recherche surtout. Quelque chose, un lien fort qu'il y avait entre vos deux pièces précédentes, Andréane avec Sherepaka, que tu avais présenté à Studio 303, qui faisait partie de ton projet de maîtrise à l'UQAM, et pour toi avec la séduction, c'était le regard de l'interprète face au public qui était très présent dans les deux cas, un regard qui peut être parfois vu comme un peu une attaque vers le spectateur, vraiment rendre le regard du spectateur. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qui est toujours présent dans vos nouvelles créations ou c'est quelque chose qui s'est dissipé un peu? Ben, je pense que là, pour l'instant, ça s'est dissipé un peu. Parce que même chose pour la pièce Piscine de Pool, où est-ce que j'ai fait regarder les spectateurs de haut sur les corps. Je pense que ça dépend juste du propos de la pièce puis comment est-ce que ça se rend. Je veux dire, si ça a besoin d'être dans une autre pièce, je vais l'utiliser avec plaisir. J'adore regarder le public. Et oui, le confronter en quelque part. Parce que je crois au dialogue aussi entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe ce qui est vécu dans le public. Donc, si j'ai besoin de lui parler, entre guillemets, ben, je vais le faire. Même si c'est physiquement ou par les yeux. De toute façon, je sais qu'ils nous regardent, ou en tout cas, j'espère qu'ils sont en train de nous regarder. Ce qui fait que c'est quand même une porte vers l'âme assez directe. Mais je veux dire, je veux pas le surutiliser non plus. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. C'est pas approprié, c'est pas approprié. Puis si oui, ben oui. Moi, ça s'est vraiment dissipé. Justement, on est allé vers autre chose. J'aurais tendance à dire que c'est parce que l'intérêt, c'était la réflexion puis l'expérience de l'interprète elle-même. Puis à ce point-ci, franchement, ouais, ça a été mis de côté. Ça a été mis de côté parce que c'était pas ça qui nous amenait là où on voulait aller. Et au niveau de la recherche de mouvement, Andréane, c'est sûr que t'as
tu as une approche qui est particulière à cause de la contorsion. Tu mentionnais qu'il y avait beaucoup de minimalisme au niveau du mouvement. Comment est-ce que tu es allé chercher le mouvement? Est-ce que tu as suivi un peu les mêmes pistes que tu suivais d'habitude ou est-ce que tu es allé dans des nouvelles directions pour la recherche de mouvement cette fois-ci? Oh, je sais pas, tu me le diras après. J'ai vu ça, je le sais pas. Qu'est-ce que tu penses que ton quatrième mur, ton autre interprète sur scène qui est là pour regarder, ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait si elle était ici en ce moment? Ben non, mais en fait, c'est parce que là aussi, j'ai invité Karine Gauthier qui fait nos éclairages. Il y a Dany Desjardins aussi qui est venue faire notre extérieur. Bon, j'ai quand même entendu une couple de trucs. C'est juste que ça, c'est la partie qui me demande vraiment beaucoup parce que cette pièce-là, même si j'essaye de la mettre à l'extérieur, part vraiment beaucoup de l'intérieur. Puis je suis vraiment à son service et j'essaie d'écouter où est-ce qu'elle m'amène. Fait que oui, ça m'amène dans une contorsion que j'ai rarement faite comme ça. Et les gens ils trouvent ça très frustrant, positivement, parce que j'en fais vraiment pas beaucoup, mais on voit que je suis quand même toujours dedans. Je suis comme toujours dans un certain mouvement, mais je vais jamais vers la totalité du truc. Ce qui fait que t'as toujours envie d'en voir plus. Fait que finalement, on voit vraiment pas grand-chose pour finalement que ce soit vraiment complet. Mais en même temps, on n'a pas vraiment envie d'en voir plus non plus. Donc, j'ai aucune idée vraiment. Fait que plus que ça. Je sais pas. C'est vraiment un terrain flou où est-ce que je me pose encore beaucoup de questions. Puis moi, ça m'amène vraiment ailleurs, en tout cas. Au niveau de la contorsion, il y a quelque chose au niveau de la rythmique, en fait, de la contorsion, qui est assez particulière où, c'est sûr, il y a beaucoup de pauses. Il y a quelque chose de plutôt lent qui s'en va d'une pause. Ensuite, il y a la pause, un certain arrêt et ensuite un mouvement nouveau. Est-ce que, parce que déjà dans Sherepaka, la façon que tu avais approché la contorsion était très différente. Il y avait beaucoup plus de flow, il y avait beaucoup plus de mouvements continus. Il y avait encore là des pauses qui étaient prises, mais c'était différent de ce qu'on voit souvent en contorsion. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es encore questionné pour Mange-moi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de trouver un nouveau flow, une nouvelle rythmique? Oui, mais je l'ai vraiment pas abordé de cette façon-là. J'ai pas essayé de chercher un mouvement. J'ai quand même un processus autre que la danse contemporaine. Je me rends compte dans l'approche scénique. Surtout que, bon, je viens du cirque, puis après ça, j'ai fait une formation en théâtre, tu sais. Ça dit, mais que mon travail se présente quand même plus sur la danse, dans le milieu de danse contemporaine. Donc, je trouve ça assez intéressant souvent d'avoir, savoir ce que les gens, comme, perçoivent. Mais, chez Repaka, j'avais cherché à cacher la contorsion. Beaucoup pour manipuler le corps et donc essayer de manipuler le corps, mais d'essayer de diriger l'œil du spectateur sur le corps. Si j'avais envie que les gens voient que mes pieds et mes côtes, ben qu'ils puissent arriver à le voir sans voir la colonne toute pliée derrière. Mais il fallait que je plie toute ma colonne pour pouvoir présenter juste cette partie-là, pour reconstruire un nouveau corps. Fait que ça a été vraiment le travail. Mais ça, j'avais fait un gros travail justement de déconstruction de la prouesse et tout ça. Là, dans Mange-moi, le travail a été fait premièrement. Bon, je parle-tu vraiment plus de la pièce? J'arrive dans un petit costume de serpent rose. Très, très traditionnel de contorsion, que je chie ma peau, en fait. Il y avait tout ça, d'essayer de trouver. Fait que même chose, est-ce que ça s'en va vraiment dans... Ça va pas du tout dans la contorsion. Ça a été vraiment un rapport au mouvement de comment enlever le costume, comment le mettre à nu, puis tout le rapport à l'autre aussi qui regarde. Donc, il y a vraiment des étapes claires. Fait comment monter le mouvement là-dedans, comment révéler le corps dans tout ça. Là, j'essaie plus de partir. Donc, c'est plus intellectuel, je pense, comme essayer de chercher. Je travaille beaucoup sur papier aussi. Je veux dire, faut que je le vois sur papier avant de le faire. Donc, il y a tout mais le sens vient en le faisant. Fait que c'est pour ça que je suis encore de plus en train de le faire.
Donc, j'essayais de trouver un rapport au corps très, très fermé au départ pour aller dans une ouverture à la fin. Mais rendu dans l'ouverture finale, ben, elle vient s'asseoir sur moi, donc on voit pas du tout le corps plié en deux. Je deviens comme une chaise. Et puis, ça, c'est le moment où est-ce qu'il est complètement nu. Ouais, je suis une porte puis une chaise. Puis après ça, dans toute la reconstruction du corps, comment que je me rhabille des vêtements de l'autre. Je vous ai vraiment tout dit, ma pièce. Comment que je me rhabille des vêtements de Marie-Ève, de l'œil, en fait. Il y a toute une reconstruction, donc, du corps qui est en train de se remettre debout tranquillement. Donc, ça a été un peu comme ça, mais oui, je veux jamais comme vraiment stimuler l'affect du spectateur dans juste montrer ma colonne qui plie. Mais on la voit toujours un peu pliée, on voit l'amplitude du corps, on voit la technique de la contorsion, qui est une genre de conscience corporelle, une déconstruction, une déconnexion du corps. Je peux travailler tout le corps un peu séparé. Voilà. Fait que c'est un peu ça. Comment j'ai travaillé. Et Jade, pour toi, dans ta recherche de mouvement, je pense que la recherche que tu as fait à Los Angeles, t'es venu en puiser en partie, je suppose? Oui, tout à fait. On est... puis il en reste, c'est encore une fois une résonance peut-être avec le travail d'Andréane, il en reste de moins en moins en fin de processus. On est justement plus dans... on va se fier au fait que ces mouvements-là, ces références-là sont très claires et répétées partout, là, justement, dans la culture populaire, l'industrie image, tout ça. Puis donc, on va y faire référence. Il y en a quand même, on en donne quand même, mais c'est sûr que tout ça, c'est un point de départ pour se questionner sur l'expérience physique, justement, puis l'impact de cette expérience physique-là sur la recherche d'empowerment. Donc, ça a été au début du processus. Ensuite de ça, par contre, c'est sûr que c'est modifié, c'est trafiqué ou c'est esquissé, disons, pour qu'on puisse y faire référence, mais sans penser qu'on dirait vraiment quelque chose en reproduisant tel quel, quelque chose qu'on voit ailleurs, disons. Cette sexualisation-là du corps féminin, surtout dans la culture populaire et en général relationnelle. Donc, dans les clips vidéo, soit que ça va être deux corps qui vont être mis ensemble. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est justement comme Blurred Lines, où il y a un rapport de force qui est vraiment très, très établi, qui est très, très fort. Ou si jamais c'est un corps féminin seul, là, ça va être à travers le regard souvent que cette relation-là est établie. Dans le cas de cette pièce-là, où justement, c'est pas frontal, le regard est moins présent, comme tu disais, et c'est un solo. Comment est-ce que tu es allé chercher cette sexualisation-là du corps dans ce cas? Je dirais, bien que tu l'aies super bien expliqué, je pense que je suis pas d'accord par rapport au fait que la sexualisation, qu'elle soit adressée à quelqu'un ou pas, je pense qu'elle peut être lisible du point de vue du spectateur. Donc, c'est peut-être là la nuance à faire. Quand il y a sexualisation, qu'il y a un regard, qu'il y a une proximité ou pas, du moment où le spectateur le voit, puis que pour lui ou pour elle, ça rentre dans son barème de il y a sexualisation, je pense que ça va être décodé. Dans Miss, l'interprète, elle se retrouve à la fois dans un club, à la fois dans une compétition de Miss Monde, à la fois dans son propre souvenir de peut-être sa recherche de plaire, finalement, peu importe le lieu où elle peut se retrouver. Et donc, il y a aussi tout le rapport au costume que j'ai assumé puis j'ai mis de l'avant aussi parce qu'on s'entend que ça soulève souvent justement la sexualisation, juste ce qu'elle va porter. Puis on dirait que finalement j'ai pas tant mis de l'avant. On est parti de là. Il y a pas de nudité intégrale dans ce que je propose. Il y a pas on joue pas nécessairement sur le malaise tant comme dans la séduction, ça finissait quand même là. Mon idée c'était de rendre ça le plus borderline qu'il y ait des références à la pornographie en fait. Bien qu'il n'y avait pas de nudité, mais quand même d'être dans quand même quelque chose d'assez explicite. Puis je cherchais quand même à susciter le malaise dans ce cas-là, ou en tout cas des bribes de malaise pour que le questionnement soit un peu plus punché peut-être, ou que mon affirmation par rapport à ce questionnement-là soit plus punché. Là, c'est pas le cas. Donc, voilà, je pense que la sexualisation est au profit de la recherche d'empowerment par l'interprète. Et si jamais quelqu'un, après avoir vu ta pièce, vient te voir et l'a pris vraiment au premier degré, il te dit « Hey man, j'ai aimé ça ta pièce, elle était fucking sexy la fille », comment est-ce que tu
tu vas percevoir ça parce que d'une certaine façon, c'est beaucoup dans la discussion, l'interacta, mais si jamais quelqu'un justement a bloqué sur le côté plus superficiel du mouvement que tu es allé chercher, en tant que créatrice, toi, quelle sorte de réaction tu penses avoir? Ben, 2 choses. Je pense que la première, ce serait une superbe occasion d'avoir une discussion et de faire un développement de public. Ce serait vraiment génial. Ça me ferait plaisir de le faire. Puis en deuxième partie, honnêtement, ça me surprendrait quand même parce que c'est sûr que, bon, c'est ça, là, je le décris. Il n'y a pas d'image à l'appui, mais le moment où on reste vraiment collé sur cette gestuelle-là est quand même aussi mis de côté, un peu comme Andréane, là, au profit de, tu sais, on esquisse quelque chose, mais on le donne pas au complet parce qu'on a compris à quoi ça faisait référence. Puis en soi, ça rend un corps peut-être plus éloigné, en fait, clairement plus éloigné de la formule complète et visible et tout ça. Fait que ça m'étonnerait que ce soit ça qui en reste, en fait, parce qu'on n'y reste pas. On n'y reste pas, puis ça met à ce moment-là l'interprète en valeur la personne qu'elle est, puis les formes sont beaucoup plus proches de la danse contemporaine à la fin, justement, ne serait-ce que dans l'esquisse, là, de quelque chose. Mais écoute, comme je te dis, si ça arrive, ça va me faire plaisir, puis on verra ce qui pourra en ressortir au niveau... Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la discussion, la réception, la discussion, le positionnement, par rapport à la question de ce que c'est la danse, de ce que c'est la danse dans la culture populaire, de son rapport à la sexualisation. Ouais, c'est ça l'intérêt pour moi. Fait que tant mieux s'il y a quelqu'un qui vient me dire que pour lui, il était super sexy. Puis, yo, elle était chic, man. Elle était chic, c'est parfait, ça va me faire plaisir, on prend une bière, on va parler. Mais oui, puis même, moi, je veux dire, là-dedans aussi, il y a rien de mal à ça non plus. Je veux dire, si elle trouve belle, tant mieux. Je sais pas. Tout à fait. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Si on revient au côté humain de la chose, je veux dire, on met quand même nos corps sur scène, puis je veux dire, ça reste que c'est ça, puis je veux dire, tes interprètes, ben, ils sont jolis, tu sais. Exact. Mais justement, puis c'est là l'intérêt, je pense, de se dire, ben, c'est super. À partir de ça, qu'est-ce que peut-être t'as vu, qu'est-ce que peut-être moi j'avais en Qu'est-ce qu'on peut aller voir plus loin, au-delà de ça, ensuite, là, tu sais. Mais je suis d'accord que c'est vrai que, tu sais, quelque part, pour intéresser quelqu'un, toutes les portes sont bonnes, là, tu sais, au départ. Fait que... Moi, il y a quelque chose, par exemple, j'ai oublié de dire dans tout ça qui vient juste de me popper en tête, c'est le côté grotesque, qui pour moi me travaille beaucoup. Aussi, je pense, de mettre à nu le corps de contorsion, il y a un côté de très grotesque. Où est-ce que quand j'ai ouvert pour Annie Sprinkle, puis où est-ce que j'étais complètement nue pendant 15 minutes en contorsion, les gens ont trouvé ça particulièrement dégueulasse. Et j'ai adoré ça. Parce que moi, je trouve ça d'une magnificité extraordinaire de voir un corps, justement, juste dépourvu et épuré de tout ça et d'avoir accès à ça, en fait, et de pas penser que c'est un petit costume puis une petite mise en scène qui fait que ton corps peut plier, mais que c'est vraiment réellement un processus osseux et de muscles, mais comment d'avoir accès à la respiration comme ça et tout ça. Je veux dire, là, c'est aller ailleurs, mais je sais qu'en quelque part dans ma tête, c'est toujours là. De pousser aussi un peu la limite, de montrer des choses que les gens ont pas vraiment nécessairement envie de voir sans les provoquer. Parce que je reviens un peu à l'idée de provocation, là. C'est pas tant de les provoquer, mais c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça, mais je sais pas, moi je trouve que là-dedans, j'ai envie de donner quand même des choses que je trouve belles. Mais belle, pour moi, ne veut pas dire belle pour tout le monde non plus. Donc, mais ça, je pense que j'en avais parlé déjà à Piscine de Poule. Je suis pas dans la provocation pour provoquer, mais j'essaie juste de mettre des choses de l'avant auxquelles je crois. Et voilà. Ça avait peut-être pas rapport là, mais c'est une petite conclusion peut-être de mon... Mais c'était en réaction à être chicks, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Oui, c'est ça. Ça. Ton lien, c'est tout à fait, ce serait l'opposé, en fait. Ouais, voilà. Et moi, je trouve ça très beau et très empowerment. Est-ce qu'il y a un élément de peur dans la discussion, dans tes pensées de ces projets, de l'objectification des femmes? Est-ce que vous touchez sur la peur? Tu veux dire, est-ce qu'il y avait, mettons, une appréhension ou une préoccupation par rapport à l'effet néfaste, disons, d'objectifier le corps de la femme? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Yeah. Moi, je rentrerais pas. Je veux dire, faut faire attention. Je parle de l'objectivisation du corps, je parle pas de l'objectivisation de la femme. Je pense que ça, c'est vraiment une nuance très importante, là. Et au niveau de la critique sociale, souvent, la façon que ça va être perçu, ça va être
la même chose d'une certaine façon. Mais je parle d'un processus du corps comme féminin sur scène, souvent d'un œil externe, va être parallèle ou même conjoint à l'objectification de la femme en général. Ouais, mais oui, mais d'accord, mais non. Je dis à tout le monde non, à la radio, je dis non. Parce que justement, pour moi, ça a été un processus très personnel. Donc, j'ai dû passer au travers de ça sur scène. Mais justement, le empowerment dont on parlait, c'est ça. C'est le fait que ça a été un choix personnel que tu as mis sur ton propre corps et qui n'était pas imposé sur quelqu'un d'autre, d'une certaine façon. Oui, mais j'ai quand même fait ça. Okay, je pense que, mais c'est un très bon point. J'ai quand même fait ça toujours en rapport à la scène. Et c'est un rapport très différent. Moi, ma critique n'est pas sociale. Du tout. Ma critique est plus envers la tradition de contorsion, peut-être, dans laquelle j'ai grandi. Et pour moi, ça a été plus d'être au soutien d'une pièce et de mettre à distance mon corps pour la pièce envers le spectateur, plutôt qu'en contorsion. Quand tu montes sur scène, c'est toi qui montes sur scène. C'est toi qui es contorsionniste qui se plie en quatre. No matter qu'est-ce que tu essaies de raconter, il y a donc l'œil du spectateur vient directement sur l'intérieur de toi. J'ai une amie qui elle a monté première fois sur scène en contorsion à 30 ans. Puis elle a pas été capable de remonter parce qu'elle a pas été capable de prendre l'œil du spectateur sur elle. Elle s'est sentie objet de foire, animal dégueulasse que genre les hommes léchaient devant elle. C'est la première fois qu'elle s'en rendait compte. Donc pour moi, il y a un rapport très très près de la scène et de la tradition de contorsion. Et pas l'objectivisation des femmes socialement. Moi, je rentre pas du tout là-dedans. Pas dans cette pièce-là, puis ça, je veux faire attention. Parce que c'est un gros statement. C'est un gros sujet, c'est un gros statement dans lequel ça, par exemple, j'y crois pas. J'y crois pas, non, je sais pas l'objectivisation sociale des femmes. Non. Ouais, c'est super intéressant. Fait que toi, ta critique est plutôt disciplinaire, en fait. Puis c'est ça que je perçois depuis le début quand on en a parlé ou que ce soit. Puis c'est super d'avoir accès, en fait, en plus à ton processus personnel. Là, c'est sûr que tu le mets en scène et tout ça. Là, tu sais, tu as une distanciation, mais je pense que c'est très clair que ton point de vue est disciplinaire puis personnel. Au départ, ce qui m'avait mené à entrer en maîtrise, c'était une préoccupation forte par rapport aux jeunes, justement, parce que moi, ce qui avait, de façon très anecdotique, très personnelle, ce qui avait provoqué mon désir d'investir dans la danse, d'un point de vue professionnel, c'est parce que j'avais vraiment flashé sur Britney Spears, Baby One More Time. J'avais 12 ans, puis ça y est, c'était le bout du bout. Je voulais danser comme elle. Puis à ce moment-là, je faisais de la musique, fait que c'était aussi, ça me changeait un peu de la norme sociale dans laquelle j'évoluais, où je faisais de la musique, mais comme tout le monde aussi faisait de la musique en mon école primaire et secondaire. Puis donc là, en étant adulte, disons, j'avais 23 ans, en ayant fait le parcours que j'avais fait, puis je me disais, aïe, ok, si moi j'avais 12 ans cette année, puis là, ben, je l'aime bien, Justin Timberlake, c'est un bon danseur, puis là, ben, il sort Carry Out, puis dans Carry Out, ben, finalement, c'est des filles habillées en cuir qui dansent selon le vocabulaire de la stripper. Bon. Fait que oui, au départ, j'avais une préoccupation assez forte. Je te dirais que j'avais cette peur-là, ouais, définitivement, et pour la danse et pour la sexualisation de la féminité, en fait. Par contre, et c'est là où on remercie le cours des événements, justement, en allant à Los Angeles, ça a beaucoup nuancé la chose. Moi, j'ai aussi vieilli à travers ça. J'ai commencé à 23, j'ai déposé à 27, fait que c'est sûr que c'est pas vrai, j'ai commencé à 24, en tout cas, peu importe, quelques années quand même. Puis peu importe, là, on fait aussi d'autres rencontres, d'autres choses dans notre vie que d'avoir un projet de recherche puis une démarche artistique. Et donc, je ressors de tout ça avec franchement l'impression que bien que la préoccupation soit nécessaire globalement, au niveau social, c'est bien là, qu'on s'intéresse puis qu'on essaie de prendre des mesures pour protéger, disons, une jeunesse, c'est certain. Par contre, je pense qu'au final, c'est vraiment l'intérêt pour moi, ce serait vraiment d'arriver à nommer que ce qui fait qu'au Québec, l'hypersexualisation sociale
est décrié, et donc il peut y avoir des préoccupations, que ce soit par rapport aux jeunes, que ce soit par rapport à la femme, que ce soit par rapport à toutes ces autres clientèles cibles qui pourraient se retrouver victimes de, disons. Ben moi, j'ai juste hâte qu'on se rende compte que c'est justement parce que ça concorde pas avec les valeurs fondamentales québécoises. On dirait que sinon, on reste dans un discours de surface où ça reste des gens qui ont peur, puis des gens qui ont peur, je pense que c'est rien pour convaincre quelqu'un de ton point. Puis je pense qu'il y a un réel intérêt à prendre des mesures, à se donner des barèmes, à se dire, disons, le concours de minimis à Laval, bon, il y a eu super pétition, semble que les parents sont pas d'accord, ben c'est génial. Est-ce qu'on peut se dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord, puis à partir de ça, bâtir ce qui convient puis ce qui convient pas, tu sais. Donc non, c'est plus la préoccupation qui va maintenant me guider là-dedans. C'est vraiment... ça a été la préoccupation qui m'a amenée à creuser le sujet, puis maintenant que j'ai l'impression d'avoir plus de connaissances, puis un certain recul, puis une certaine position par rapport à tout ça, ben je pense qu'il y aurait plein de belles choses constructives à faire, mais que ça vaudrait la peine d'avoir des discussions, pas que c'est pas des discussions de fond, mais je pense que de rester dans l'alarme, puis la victimisation, puis tout ça, ça concourt pas à convaincre certaines personnes, peut-être, qui peuvent être justement dans l'idée de, bon, ben l'autre capote, fait que calme-toi et regarde tes affaires personnelles à travers ça, parce qu'on est toujours confronté personnellement par rapport à ce sujet-là, tu sais, la sexualité en premier, là, tu sais, chaque personne va être confrontée à sa propre sexualité, si on parle de sexualité, tu sais. C'est un gros sujet, puis je pense que la préoccupation, c'est une chose, puis c'est correct qu'elle soit là, mais je sais que moi, elle m'a menée à entamer mon processus de maîtrise, puis que à travers tout le reste qui s'en suivit, j'en ressors en me disant, bon, est-ce qu'on peut dépasser ce stade-là? Est-ce qu'on peut dépasser ça? Est-ce qu'on peut dépasser ce stade-là puis avoir justement un discours nuancé sur tout ce que ça peut impliquer, justement, tu sais? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pour en finir, parce qu'on est presque à la fin de l'épisode, au niveau musique, Andréane, tu vas avoir une pianiste qui va être sur scène avec toi. Jade, au niveau de la musique, est-ce que tu veux utiliser justement de la musique populaire? C'est Hugues Clément qui est concepteur musical et VJ aussi, il va y avoir des projections. Donc, oui. Pour l'instant, ce qui en ressort, c'est une petite trame un peu années 80, mais c'était dans l'idée de faire référence, oui, à la musique de club. Et non, il y aura pas de Thriller, il y aura pas de Michael Jackson, pas pour l'instant, non. C'était un peu pour ouvrir justement le fait que bon, j'aborde ça dans le cadre où on est en ce moment en 2014, mais finalement c'est assez universel comme recherche de plaire et d'être valorisé. Puis les Miss, ben ça date pas d'hier. Les concours de Miss, ça date pas d'hier, donc trame sonore intéressante, électro-pop, mix, collage, je dirais. Il a fait des collages. Et Andréane, pour toi, la pianiste, pourquoi le choix d'une pianiste sur scène, particulièrement avec toi? Il y a quelque chose de très circassien, d'une certaine façon, à ça. Ah oui. Ben, c'est parce que l'image de au départ, vu que c'est une réflexion sur la disciplinaire de la technique de tradition de contorsion. Au départ, je voulais jouer vraiment avec les éléments très, très traditionnels. Donc, je voulais même tirer de l'arc avec mes pieds en équilibre cambré. Je voulais fumer du cigare avec mes orteils aussi, boire à l'envers, la contorsionner sur le piano. C'est quand même très, très... soi-disant, je trouve ça très beau, là. Bon, après ça, on peut rentrer dans une autre discussion. Mais bof, tout ça c'est un peu évaporé et disparu. Mais pourquoi Luce, après ça, le piano, comment est-ce que elle joue du piano désaccordé et arrangé? C'est comme ça qu'on dit ça, hein, avec des petits papiers dedans ou des trucs pour jouer sur une certaine distorsion. Pourquoi? Parce que je m'entraînais une journée sur John Cage, puis j'ai eu une grosse révélation, puis la pièce est comme tout arrivé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Au départ, il y avait toute une certaine ambiance, tout ça, juste du piano, mais du piano arrangé. Et puis, je savais que Marie-Ève m'a parlé que sa sœur, Luce, elle est en maîtrise à McGill en ce moment, en jazz, mais qui est super intéressée à faire de la composition, puis d'accompagner des gens en scène, puis de faire de la musique de scène, de théâtre et de danse et tout ça. Donc, on s'est rencontrés, c'est une super belle rencontre, puis bon, quand on a parlé de ça, fait qu'elle a composé, puis je trouve ça toujours
merveilleux d'avoir la chance, puis pas juste d'avoir la chance, je trouve que ça donne une vie aussi, là, d'avoir quelqu'un, un musicien live. J'ai aussi personnellement d'un grand besoin en ce moment. J'ai eu un grand besoin de piano dernièrement, ça me fait extrêmement du bien. J'ai un peu une surdose de tous ces éléments électroniques et je l'utilise pour d'autres pièces que j'adore. Je travaille beaucoup avec Alexis Ball en musique et en éclairage. Cette pièce-là, j'ai juste eu besoin d'une autre genre de douceur, même si on joue sur la distorsion, mais ouais. Puis d'avoir elle qui nous accompagne, elle est de dos, elle joue avec des miroirs pour nous regarder de dos. Il y a toute une référence, même à l'église, je pense les orgues, là, ils ont toujours des grands miroirs. Puis ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est très vital comme. Est-ce que tu vas embarquer sur le piano? Non. Même pas. Même pas. Non. Pas cette fois-ci. Je l'ai fait au Goethe Institute pour la Nuit Blanche. C'était merveilleux. Puis, mais pas là. De toute façon, il est un peu trop vieux au Monument National, leur piano. Ils ont un peu peur qu'il tombe. Donc, Andréane, qu'est-ce qu'on s'apprête à entendre comme extrait musical? Donc, j'ai à vous offrir aujourd'hui une super musique de John Cage qui nous a inspiré énormément en début de processus. Quant à l'énergie, à l'éclairage, au genre de son, il y a un aspect très surréaliste. C'est ça qui nous a amené un peu l'idée du 4e mur, de refermer l'espace. Puis donc ça m'a quand même évoqué beaucoup d'imagerie mentale concernant la pièce. Maintenant, on est assez loin de ça, même si on travaille avec Luce Bélanger là en accompagnement live. Ceci dit, on travaille aussi sur un piano arrangé et on insère des objets à l'intérieur du piano. Le piano, il est désaccordé et on veut jouer sur cette distorsion-là. Voilà, mais là, on va entendre John Cage. Puis après ça, on va entendre quelque chose de ton pièce, Jade. Est-ce que tu peux l'introduire? Oui, tout à fait. Donc, c'est Hugues Clément qui est concepteur sonore et visuel. Donc ça, c'est la trame du teaser de Miss qui est donc sur le thème du collage, disons-le comme ça. Parfait, merci. Donc, avec nous en studio, on vient de recevoir Jade Marquis et Andréane Leclerc qui présentent un programme double à Tangente dans la ville de Montréal. C'est du 20 au 23 mars. Donc, le 20, 21 et 22 mars, ça va être à 7h30 et le 23 mars à 4h et c'est au Monument National à Montréal.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on the website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.